chers téléspectateurs de Wafrica TV, le 15 janvier 2022, nous commémorons les 51 ans du décès ou de l'assassinat de Ernest Ouandié. Et à cette occasion, c'est toujours important pour que nous nous arrêtions pour méditer sur ces combattants de la liberté, sur ces nationalistes qui se sont battus, qui ont accepté de mourir pour que nous ayons un minimum de liberté. Le docteur Étienne Seignou a publié aux éditions L'Harmattan le nationalisme camerounais, histoire des luttes et de libération au Cameroun. Mais avant ça, il avait publié le nationalisme camerounais dans les programmes et manuels d'histoire, dans un souci pour que nous tous, nous puissions saisir et comprendre tous ces acteurs, comprendre et connaître tous ces acteurs qui se sont battus pour que nous puissions respirer un air vrai, pour que nous puissions avoir un mieux-être relatif, même si nous continuons à mêler ce combat à la suite de nos pères. Bonjour docteur. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À l'occasion de l'anniversaire, si on peut appeler l'anniversaire, parce que le concept anniversaire, parfois c'est la célébration. Qu'est-ce qu'on fait à la veille, ou bien qu'est-ce qu'on fait quand on veut commémorer un illustre défunt assassiné comme Ernest Ouandié? C'est quoi la pratique? Bon, la pratique, c'est juste une commémoration, tout simplement, des activités de souvenirs qui vont permettre de maintenir dans la mémoire collective le vécu de ce personnage. C'est ça qu'on appelle la commémoration. Oui. Il y a par exemple les conférences débats, il y a par exemple les manifestations, des activités de jeux, des affiches, voilà. Des émissions comme Des celle-ci? émissions, oui, des émissions, voilà, Oui. des articles de journaux. Voilà, c'est un ensemble d'activités qui permettant de conserver dans la mémoire ou de faire revivre, de réactualiser dans la mémoire collective l'histoire d'un personnage historique. Docteur Seignou, qui est Ernest Ouandié? Bon, Inès Ouandié est un Camerounais, né en 1924 à Bangou et mort en 1971 à Bafoussam, très grand nationaliste. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Il y a les Oumniobé, comme l'urbain Oumniobé, Félix Moumier, Abel King, hein, je cite comme ça les grandes figures. Hein. Oui. Osende Afana étaient très grands nationalistes et grands pourquoi? Parce que ils ont accepté de sacrifier leur vie pour leur pays. Voilà tout ce qu'il faut retenir d'eux. Et Ouandié est le dernier de ces grands leaders-là à mourir pendant la lutte de libération. Et sa mort a donc marqué la fin officielle de la lutte de libération du Cameroun. Mais qui, selon les UPCistes d'aujourd'hui, puisque ce parti est resté jusqu'à aujourd'hui, cette lutte continue. Mais la guerre d'indépendance finit avec sa mort. La guerre d'indépendance. Mais la lutte politique pour la libération du Cameroun, alors la quête de l'indépendance réelle du Cameroun, les UPCistes estiment que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Rentrons minimalement dans la vie du personnage. On dit qu'il était instituteur. Oui, instituteur, Oui. c'est-à-dire enseignant d'école primaire, Il a épousé Marthe Edding. Donc, ils ont eu beaucoup d'enfants. Voilà, en gros, c'est ça. Mais toute sa vie a été marquée par l'engagement à l'UPC, puisqu'il intègre l'UPC dès 1948, dès la création. Et il devient le premier vice-président en 1952 au Congrès des ECA. Voilà, le premier vice-président. Et lors des événements de mai 1955, avec la violence de la répression coloniale, de l'armée coloniale, de l'administration coloniale, il va aller en exil dans le Cameroun anglais-britannique avec Moumié. Ils vont se retrouver. Et en 1957, il va aller à Khartoum au Soudan. Voilà. Voilà. Donc, et c'est de là qu'il va rester et poursuivre la lutte avec l'ensemble, avec Moumié et les autres, diriger la lutte depuis l'étranger. Mais quand Moumié va être assassiné lui aussi, il va être assassiné en 1960, en novembre 60, en 61, Ouandié va rentrer au Cameroun
pour prendre la tête de la lutte. Parce qu'il ne restait pratiquement que lui. Le président du parti étant mort. En 1958? Non, le secrétaire général, c'est le secrétaire général en 58 D'accord, oui. Nyobé. Oui. Le président meurt en 60, novembre 60. Et donc, lui, c'est vice-président. Donc, c'est lui qui est en fait à la tête du parti selon la hiérarchie. Voilà, il va donc rentrer prendre la tête de la lutte et pour continuer le combat. Qui va tenir le maquis encore pendant 10 ans. Jusqu'à 1971, donc 70, parce qu'il est arrêté en 70, mais c'est en 71 qu'il est exécuté. Pour des gens qui ont passé le temps à être poursuivis, est-ce qu'on peut retrouver une idéologie défendue ou bien une idéologie qu'on peut leur coller? Les UPCistes, par exemple. Une idéologie. Oui, c'est-à-dire Oui, que, est-ce que on peut parler de l'idéologie de la liberté, la libération du Cameroun? oui, Mais leur maintenant, idéologie. je veux comprendre la singularité de ce combat. Oui, l'idéologie de l'UPC et de l'ensemble de ceux qui luttaient à cette époque-là, c'était le nationalisme. C'est-à-dire que la lutte pour se libérer de la présence et de la domination coloniale sur notre territoire. Oui. Il n'était pas question que parce que les gens oublient que c'est une chose. Pourquoi la lutte a été très acharnée au Cameroun, très poussée, avec une résistance tenace pendant de longues années, c'est que le Cameroun n'était pas une colonie de la France. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça qui a fait que, et même de l'Allemagne, on n'était pas une colonie. On était un protectorat. Quand vous prenez les documents officiels de l'Allemagne à l'époque, où les Allemands étaient ici, on écrivait dans les documents officiels Schutzgebiet. Ça veut dire territoire protégé, Schutzgebiet, territoire protégé. Et non colonie. Alors que sur d'autres territoires comme le Togo, on peut mettre colonie, parce que c'était ça la colonie. Tout ça, c'est à cause du traité germano-douala que les chefs douala avaient conclu avec les Allemands, les commerçants allemands, les Voermann et tout ça, là, avec qui ils avaient conclu pour que les Allemands viennent prendre possession du territoire pour le protéger. C'est-à-dire mettre la sécurité. C'était seulement le plan de sécurité. Donc, ce n'était pas un contrat, un traité qui faisait du Cameroun une colonie, qui octroyait le Cameroun à l'Allemagne. Non, mais par contre, c'est comme ça que l'Allemagne va interpréter ça. Docteur Seyou, si on protège contre quelque chose, c'était protéger contre quoi? L'insécurité, il y a parce que à l'époque ici, le commerce sur la côte, Douala ici, quand on va abolir l'esclavage, on va supprimer les activités comme les sacrifices humains, voilà. Les Anglais qui étaient la puissance influente sur la côte camerounaise vont essayer de développer le commerce avec les chefs locaux. C'est-à-dire le commerce consiste à quoi? Les Anglais vont venir, mais d'autres Européens viendront après, les Portugais, tout ça, les Allemands, les Français, tout ça viendront après. Le commerce consiste à quoi? En un troc, échanger les produits que les Européens apportaient avec les produits que les chefs de l'intérieur du pays apportaient aussi aux Blancs, pour que les Blancs les emportent. Et ils donnent aussi en échange aux chefs de l'intérieur des produits. Mais les douala servaient d'intermédiaires. C'est eux qui prenaient chez les Blancs, allaient donner à l'intérieur, et prenaient à l'intérieur, venaient donner aux Blancs. Et oui, ce statut d'intermédiaire leur donnait des profits. Mais il va se trouver que les Blancs vont chercher à surpasser les douala pour aller traiter directement avec les chefs de l'intérieur, et les douala vont dire non. Et c'est là que vont apparaître les premiers actes nationalistes de lutte contre la domination étrangère. Voilà. Oui. Et c'est les douala qui sollicitent l'Allemagne. Non, les douala sollicitent l'Angleterre. Le Cameroun a une histoire très bizarre. Hein. Les gens ne comprennent pas. Il y a des choses tout à fait exceptionnelles dans notre histoire. Oui. Et c'est pour ça que le pays, il y a beaucoup de choses. Quand on dit par exemple que le Cameroun est comme il est, c'est pas seulement aujourd'hui. Depuis l'histoire, par exemple, c'est nous-mêmes, c'est le Cameroun lui-même qui a appelé qu'on vient le coloniser. Ça peut peut-être faire mal, mais en réalité, c'est ça. C'est un fait historique que les gens ont démontré. Je ne suis pas historien, je suis sociologue. Oui. Mais j'ai lu beaucoup de choses. Il y a les lettres. Mais certaines théories disent que c'est les Blancs qui entretenaient cette insécurité pour pousser les chefs à demander la protection. Un peu comme ça se passe aujourd'hui. Voilà, le terrorisme, là, tout ça, là, on vous appelle pour venir. Et puis quand on arrête les gens, on se rend compte qu'il y a des infiltrés de ces puissances-là dans les groupes terroristes arrêtés. Donc, il n'y a rien sous le ciel.
Là, on est sous le Cameroun, le protectorat. Qu'est-ce qui se passe pour que de l'Allemagne, ça c'est vraiment évidemment pour nos téléspectateurs, de l'Angleterre qui a été sollicité, et qu'après ce soit plutôt les Allemands qui viennent Oui, signer le c'est traité? encore une autre bizarrerie de l'histoire du Cameroun, Oui, comme on dit. Ce qui se passe, c'est que comment cette époque-là, c'était l'ère de l'impérialisme. Les puissances coloniales allaient dans le monde conquérir les territoires. Mais comment se fait-il que l'Angleterre reçoit une demande, mais ne vient pas ne prendre s'exécute possession? pas. Oui. Bon, les historiens disent que c'est... Bon, l'Angleterre est trop affaire au Nigeria, et elle ne sentait pas un danger à côté, un puissant qui veut venir, parce que la côte camerounaise était sous influence britannique. On parlait l'anglais ici. Oui. C'est même de là qu'est né le pidgin que nous parlons au Cameroun aujourd'hui. La première langue qui a été parlée sur la côte Cameroun, c'est l'anglais. Mhm. Donc, c'était au moment là, c'était l'anglais. Même le commerce, on pratiquait en anglais. Le premier traité, même qui est fait entre. C'est en anglais d'abord, même avec les Allemands, avant d'être traduit. C'était la langue dominante. Du coup, ils ont Selon ce que traîné. j'ai. Du coup, Selon. ils ont traîné et les chefs Voilà, ils ont douala ont traîné. sollicité les Allemands. Voilà. Et les Allemands sont venus, c'est pas qu'ils ont sollicité, les Allemands ont su qu'ils cherchent quelqu'un. Hein. Ils sont Oui, venus, ils se proposaient leur service. oui, Et c'était pas l'autorité allemande, c'était deux commerçants allemands. Donc, on a donné le Cameroun à deux commerçants, des particuliers. Ce n'était pas l'État, ce n'était pas le gouvernement allemand. C'est après qu'ils vont retrocéder ça à l'État allemand. Et l'État allemand va respecter les termes du traité, au moins sur le terme du protectorat. Et dans les documents officiels, vous allez voir Schutzgebiet, pays protégé. et la suite commence et l'Allemagne porte le Cameroun comme ça jusqu'à ce qu'elle perde la Première Guerre mondiale. Voilà. Voilà. Voilà, quelque chose à préciser. Le traité ne concernait que les territoires des chefs douala sur la côte. Oui. Ce n'était pas tout le Cameroun. Parce que Oui. le Cameroun, comme on le connaît aujourd'hui, n'existait pas encore au moment-là. Oui. Quand on disait Cameroun, c'était juste Douala, les villes tout autour du Vouri, là. Oui. Les villages tout autour du Vouri, c'était ça le Cameroun. Maintenant, quand ils vont asseoir leur présence en plantant le drapeau, en signant les traités avec tous les autres chefs des autres autorités, jusqu'à dans le sud, à Kribi et tout, ils vont maintenant lancer la conquête de l'intérieur du pays. Oui. Et c'est là qu'ils vont entrer et tracer les frontières. Parfois, il y aura des résistances partout. Dans la plupart des partout, rares étaient les chefs qui laissaient leur territoire être pris comme ça sans résister. Très peu. La plupart ont résisté farouchement à la pénétration allemande. Et pratiquement les 30 ans qu'a duré la présence coloniale allemande au Cameroun, toutes ces 30 années-là ont consisté à réprimer les résistances. Donc ça n'a pas suffi. C'est vers 1910, autour de 1910, que s'achève la conquête du territoire tel qu'on l'a connu sous l'administration allemande. Mais les résistances à leur présence vont continuer jusqu'à leur départ du Cameroun en 1916, à la fin de lui. Donc c'était terrible. À l'opportunité de la Première Guerre mondiale. Voilà, oui, tout à fait. Et après qu'ils aient perdu la guerre, le Cameroun passe sous la tutelle de la SDN d'abord, et ensuite de l'ONU plus tard, avec comme parrain la France et l'Angleterre. Tout à fait. Non, Oui. comme pays tutélaire. Oui, comme pays Voilà. tutélaire, la Ou France et mandataire, ça l'Angleterre. dépend de... Voilà, qui vont prendre le Cameroun et dans le but de le conduire à l'indépendance. Voilà, c'est ça. Et une des choses encore bizarres de notre histoire, c'est que normalement, quand l'Allemagne est chassée, est vaincue par la France et l'Angleterre au Cameroun, le territoire camerounais devient un pays neutre qui n'appartient à aucune puissance. Oui, et ça a dû combien de temps? Mais ce n'est pas ce qui va se faire. Parce que quand la France et l'Angleterre vont entrer dans le Cameroun, l'Angleterre va partir du Nigeria pour entrer au Cameroun, Oui, et la France va partir de ces territoires d'Afrique centrale pour entrer au Cameroun pour chasser les Allemands. oui, Ils vont les chasser en 1916, mais ils vont occuper le territoire et commencer à l'administrer comme si c'était leur propriété. C'est ça qui va nous conduire à ça. Et maintenant, à la conférence de Versailles de 1919, et puis qui va être entérinée en 1922, on va entériner, bon, la SDN va dire, bon, comme vous êtes déjà là, et que vous avez commencé à diriger, à administrer le territoire, continuez donc. Mais vous préparez le pays à l'indépendance. C'est ça qu'on ne va pas respecter. oui. Et c'est ça qui va acharner le nationalisme camerounais, qui va être la base de la lutte de l'UPC. Parce que depuis la SDN, on n'était pas une colonie, on ne devait pas être traité comme les autres. Et l'UPC avait raison sur ce plan-là. C'est-à-dire que de 1919 à 1948, avec la naissance de l'UPC, c'est le premier pôle de résistance où il y en a avant. Est-ce qu'il y a un autre pôle, un autre foyer de résistance? Oui, Douala Mangabel.
Oui. Oui, Dorman Gabel va dénoncer le non-respect du traité Germano-Douala. Oui. Parce que les Allemands ne vont pas se comporter ne vont pas traiter le Cameroun comme un protectorat. Ils vont traiter le Cameroun comme une colonie. Docteur, Chassé. ça c'est avant. Ça Oui, c'est avant. Ça la lutte c'est de Dorman Gabel commence à 1911. 1911. Oui. Oui. Donc les Allemands sont partis après la Première Guerre mondiale. Après Pas l'échec. en 1916, la Première Guerre mondiale n'est pas encore finie. Oui. C'est fini au Cameroun, mais pas dans le monde. Oui. Ça finit dans le monde en 1918. Et du coup, moi je veux comprendre. En 1948, avant que l'UPC ne naisse en 1948, il n'y a pas de foyer de résistance entre la fin de la Première Guerre mondiale et la naissance de l'UPC. Il n'y en a pas, puisqu'il y a très peu, il n'y a que des petites initiatives comme celle du révérend père Lotin Samé, qui va faire dans le syncrétisme religieux, vouloir qu'il y ait une religion, un nationaliste, c'est vrai. Il va avoir, puisque la politique, l'administration coloniale va interdire les partis politiques. Il n'est pas possible de faire le nationalisme, mais tu vas faire comment? Et ils vont créer la JECAFRA. L'administration coloniale va créer la JECAFRA, chargée de lutter contre l'influence allemande. Oui. Que certains Camerounais continuent à demander entretenir les relations avec l'Allemagne, que le Cameroun revienne aux Allemands. Oui. Et la JECAFRA va être créée pour contrer ce vent-là. Ces mouvements-là. Ce mouvement, voilà. Ce mouvement. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, ça va se faire, puisque certains Camerounais vont soutenir Hitler. Que venez, nous, il faut prendre le Cameroun et tout. Voilà comment la JECAFRA va toujours continuer à faire ces mouvements. Mais malheureusement, la JECAFRA va se modifier en UNICAFRA, RACAM, pour devenir plus tard maintenant l'UPC. Est-ce que Ernest Ouandji est là à la création de l'UPC? Non, à la création de l'UPC, il est là. Pas à la création, non. Oui. Il rejoint, quand l'UPC a créé, il rejoint les rangs, tout la même année 48. Oui. Il rejoint les rangs. Comment est-ce qu'on le défie? Qu'est-ce qui marque l'homme qui va vers la liberté? Est-ce que c'est quelqu'un qui a d'abord conduit un mouvement avant? Ou alors... pas connu à ma connaissance, non. Oui. J'étais un jeune instituteur. La plupart étaient des fonctionnaires, même Ouyobé était... C'est après qu'on va à cause de l'absence, on va constater leur absence dans l'administration. Moumi, même chose. C'était un fonctionnaire médecin. Ils ont été tous des gars brillants qui travaillaient dans la mer. L'amour de leur pays va leur faire sacrifier même leur emploi pour aller à la lutte. Et Ouandji, un virulent nationaliste très il représentait l'aile dure du mouvement, en fait. Parce que c'était lui qui appliquait les véritables méthodes qu'on emploie dans le camp communiste, les manières de lutter. Par exemple, il faisait beaucoup d'exécutions. Les traîtres étaient exécutés non, pas de façon sommaire, avec preuve. Dès qu'on constatait qu'il y avait une preuve que tu as trahi. Mais le constat a été fait au sein du parti. Le constat a été fait au sein du parti. Donc, ce n'était pas que les gens qu'on arrêtait comme ça pour tuer, non. C'était des gens qu'on avait les preuves que, contrairement à d'autres chefs africains qui savaient qu'il y a des traîtres et ne faisaient rien. Donc, Ouandji incarnait avec véritablement l'idéologie et l'attitude des vrais hommes rouges, les vrais communistes, les vrais rouges comme Mao. Ils ne s'amusaient pas. Et d'ailleurs, même le général Semengue va le reconnaître dans une interview. Il va dire que lui aussi, il assassinait les gens. Il va dire que Ouandji assassinait aussi les gens. Donc, lui, il ne s'amusait pas. Tous les traîtres qui trahissaient leur cause de sa lutte étaient exécutés. C'était peut-être le motif de son arrestation? Non, l'arrestation n'a rien à voir. C'était la guerre, puisque dans l'autre camp aussi, dans le camp aussi du pouvoir, on exécutait aussi les gens qui ils considéraient comme des traîtres à leur lutte. Donc c'était la guerre. La guerre, c'est comme ça. La guerre, il n'y a pas de limite. Quand vous faites la guerre quand vous êtes en guerre, il n'y a plus de limite. Le tuerie, c'est dans les deux camps. Il prend la responsabilité du parti en 1961, vous avez dit. Oui. Mais il est assassiné 10 ans après. Comment est-ce qu'il résiste face à une armée qui le cherche? Oui, il résiste. C'était surtout l'aide de la population. Il y avait un soutien populaire. Il était surtout dans les zones du Mungo, entre l'ouest et le littoral, et surtout dans les zones du Mungo, c'est là-bas qu'il était plus actif. Et il avait le soutien de la population qui le cachait. Et il se déplaçait toujours avec des gens qui servaient de radar. Dans ces 5 mètres autour de lui, il y avait des gens qui regardaient déjà pour voir s'il y a un danger et pour lui signaler. Il ne se déplaçait jamais seul, il est toujours avec compagnie des gens, mais qui étaient loin de lui pour voir il dit voilà comment... C'est les déplacements en voiture, à pied?
Voiture, je ne pense pas parce qu'ils n'avaient pas ce genre de moyens militaires. C'était Oui. des gens, ils faisaient des réunions en brousse, des comités, des congrès dans la brousse. C'était une armée. Ce qui les a manqué, c'était le ravitaillement. Ils n'avaient pas les moyens militaires qu'il leur fallait. Et ça, c'est ça qui pose le problème de la stratégie qui avait été définie dès le départ de l'UPC et qui va être finalement fatale Avec, à ce parti. avec quoi combattait-il? Hein. Les C'était... armes, les fusils de chasse, en fait. Ce Oui. n'étaient pas les armes massives comme les orgues de Staline ou les lance-roquettes. Non, ils n'avaient pas ça. Ils avaient les fusils de chasse. C'est tout. Il y a les photos qui le montrent. Ils n'avaient pas grand-chose. S'ils avaient les grands moyens militaires, je ne pense pas que le régime aurait tenu. Vous pensez qu'ils avaient vraiment une adhésion de la population à leur cause? Ou alors la population était terrifiée, était tout simplement terrifiée, ou alors elle aussi estimait qu'ils avaient tort d'être dans la brousse? Bon, il y avait la guerre psychologique dans les deux camps. Oui. Le régime faisait la guerre psychologique contre ceux qui essayaient de rejoindre le rang de l'UPC. Et l'UPC aussi faisait aussi cette guerre-là contre tous ceux qui essayaient de rejoindre le rang du régime. C'était les deux camps. Il faut quand même que quand on fait quand même les faits historiques, il faut d'abord être objectif. Il ne faut pas faire comme si on veut blanchir un camp contre l'autre. Non, Oui. c'était la guerre. Et il n'y a pas de guerre propre. Il y a des sales choses qui se passent dans la guerre. Et dans les deux camps. C'était pas... donc, autant les UP6, je l'ai dit dans l'ouvrage, ils s'amusaient pas. Il y avait les chefs de village qui ont été exécutés par les UP6 à cause de trahison. Mais la différence, c'est que c'est avec les preuves, c'est comme, pardon, quand ils ont les preuves de ce qu'ils ont estimé comme étant de trahison, qu'ils les exécutaient, des villages incendiés, voilà, beaucoup de choses détruites de la part des... C'est la guerre. C'est la guerre. On ne peut pas dire qu'ils faisaient mal ou qu'ils faisaient bien. C'est la guerre. Donc ceux qui les poursuivent, c'est l'armée camerounaise essentiellement, ou elle est soutenue par la France? Est-ce que les Français continuent d'être là, l'armée française? Oui, Parce que pour le cas de Ruben Oumniobé, l'armée française devrait être encore plus impliquée. Mais s'est-elle retirée après les indépendances et a laissé le combat se mener par l'armée camerounaise? oui, ça c'est la procédure. La procédure. Mais sauf que en 58, avec Oumniobé, à sa mort, c'est l'armée française uniquement qui fait la guerre, puisqu'on est encore dans la période coloniale. Oui. Voilà. Mais en 60, puisqu'on est indépendant, l'armée française n'a plus officiellement le droit d'intervenir oui. militairement, mais elle va passer par les accords de coopération. Parce que l'État indépendant du Cameroun va autoriser à l'armée française d'intervenir à travers les accords de défense. Voilà ce qui va maintenir la présence militaire française au Cameroun jusqu'en 1964. En fait, c'est ce que les sources disent. Mais ça ne sera plus une présence massive. Ça sera plus les officiers, de l'armée française qui viendront former et préparer l'armée camerounaise. Les premiers officiers camerounais seront Général Semengue qui est là actuellement, et Tato James et beaucoup d'autres. C'était les premiers officiers de l'armée camerounaise formés par l'armée française pour les remplacer à la suite. 15 janvier 1971, Ernest Ouandie est assassiné. Comment réagit la population? C'était à Bafoussam. À Bafoussam, oui. Il y avait une masse et la population était là à regarder. Et les gens regardaient. Voilà. La population ne pouvait rien faire. On était en pleine dictature. C'était terrible. Personne ne pouvait broncher. Je vous ai dit ici qu'il était interdit de prononcer le nom d'Oumniobé et des nationalistes de façon générale. Ils ne pouvaient qu'assister de façon spectaculaire comme ça et sans pouvoir rien faire. Mais on peut dire que le sentiment était plus de son côté, donc les gens étaient quand même compatissants, on peut le dire, parce que s'il a pu rester pendant 10 ans, c'est qu'il y avait quand même un soutien. On ne peut pas faire une guerre révolutionnaire sans le soutien de la masse. On ne peut pas. Ça ne peut pas durer. Parce que c'est vous vous cachez dans la masse. C'est la masse qui vous protège, c'est la masse qui vous nourrit, c'est la masse qui vous donne les informations. C'est-à-dire les populations qui font l'hypocrisie devant l'administration, ils font comme si ils ne vous connaissent pas, alors qu'ils vous cachent. Donc, vous ne pouvez pas, donc si ce mouvement a pu tenir, c'est parce qu'il y avait un soutien de la masse. Mais qui a finalement, grâce à la méthode qui a été employée par l'administration de séparation des civils avec les militaires, la méthode de regroupement,
On vient comme ça, on dit ici, toutes les populations viennent rester dans le village ici, le long des routes. Vous restez ici. Tous ceux qu'on voit dans les maquis, dans la forêt, sont exécutés, sont tués sur le champ sans sommation. Donc les gens étaient obligés donc de venir rester hein, pour qu'on contrôle. Que ce soit une zone qu'on contrôle. C'est-à-dire, quand vous dites rester, c'est-à-dire c'est des habitations qui doivent être en bordure de route, ou bien à un moment donné, comme ça, on vous dit sortez pour qu'on... Il y avait des camps. On crée des camps, vous venez rester là-dedans. Vous restez là-dedans. Et que faites-vous de vos... Qu'est-ce que les gens faisaient de leurs habitations? Mais vous laissez l'habitation, si l'habitation est dans la forêt, vous quittez, vous venez rester devant, vous venez rester devant la route. Oui. S'il y a des habitations, vous restez dans les habitations qui sont devant la route. C'était un peu comme ça. Parce qu'on considère que tous ceux qui sont de l'autre côté sont des maquisards. On vous somme de rejoindre la route. Si vous ne rejoignez pas, on vous considère comme rebelle et on vous tue. La patrouille maintenant entre maintenant. Dès qu'on vous a regroupé, la patrouille entre dans la forêt pour chercher ceux qui ne veulent pas venir. Ceux qui sont restés. Et dès qu'on les attrape, on les exécute. C'est tout. Pourquoi est-ce que Oumniobé, c'est à Bafoussam qu'il est assassiné? Ouandie. Je ne sais pas. C'est le régime qui peut répondre à ça. Je ne sais pas pourquoi c'est Bafoussam. On sait au moins où est-ce qu'on l'a arrêté? Oui, c'était vers le Mungo. Oui. Bon, arrêté, la thèse de son truc, c'est à controverse. Il y a beaucoup de versions. Il y a une version qui dit par exemple qu'il s'est livré lui-même. Et c'est celle que je présente dans le livre. Il y a aussi une autre version qui dit qu'il aurait été trahi par Monseigneur Dormo, c'est ce qu'on dit, et qu'il aurait été arrêté par la police. Donc il y a beaucoup de versions. Ce n'est pas encore un pan de notre histoire qui est assez clair. Il y a encore beaucoup de flou. Mais savoir pourquoi il a été exécuté à Bafoussam, moi je ne peux pas répondre. C'est le régime d'Amadou Aïdou qui pourrait répondre à ça. Il a été enterré à Bafoussam. Oui. Son cercueil est là. J'ai filmé ça, c'est dans ma thèse. On a fait un petit mur là. Son fils est venu faire un petit mur à l'endroit. Donc c'est quand même repérable. Comme pour Oumniobé. Oui, c'est repérable. Il a des enfants, un seul. Oui, sa femme est-elle encore là? Non, sa femme... Je ne sais pas. Mais ses enfants, oui, ses enfants sont là. Et dans le livre que vous avez écrit, Le nationalisme camerounais dans le programme Emmanuel scolaire, vous vous rendez compte qu'une histoire comme celle-ci n'est pas connue. Et l'opportunité d'une émission comme la nôtre, c'est de dire aux Camerounais qu'on a de l'histoire, qu'on a des combattants de la liberté qui ont comme ça disparu. Oui, qu'est-ce que vous leur dites? D'aller acheter des ouvrages, de taper sur Internet pour avoir des informations à propos, de s'armer davantage d'outils pour pouvoir maîtriser cette histoire nationaliste-là. Chercher à connaître l'histoire de son pays, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas tout citoyen. Les premiers éléments de la construction de la personnalité de l'individu, l'un des premiers éléments, c'est l'histoire. Ton histoire, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, c'est l'histoire qui répond à ça. Mais sauf que, comme je l'ai dit, l'histoire a un enjeu politique énorme. Voilà pourquoi on peut comprendre que le pouvoir ne veut pas que ce passé-là soit trop connu. Parce que l'enjeu de l'histoire est hautement politique et ça peut générer des vengeances. Par exemple, si vous aujourd'hui, vous avez par exemple perdu un de vos parents, père ou mère, c'est un exemple, je ne sais pas que c'est le cas, et qu'aujourd'hui, à votre âge, on vous dit que c'est tel monsieur qui avait assassiné votre père, qu'est-ce que ça votre réaction immédiate? La vengeance. Immédiate, c'est ça la vengeance. C'est la même chose avec l'histoire du Cameroun. Donc si on se met à restituer effectivement tout ce qui est passé, je pense que ça va chauffer, hein, ça peut provoquer une autre révolution. Donc voilà l'enjeu, mais ça n'empêche pas, et c'est pour ça qu'il faut aller progressivement, il ne faut pas aller rapidement, parce que moi je suis sociologue, je mesure les effets qu'une telle situation peut avoir sur la société, mais je trouve quand même qu'il y a certaines choses qu'on peut y dire. De nos jours, si on peut y dire certaines choses. Bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas encore aussi dire. Parce que certains sont encore vivants aussi. Ceux qui ont fait ça, certains sont encore vivants. On peut comprendre qu'on ne puisse pas encore dire. C'est ça, le problème, c'est l'histoire. Le problème, ce n'est pas ces gens, c'est ce que l'histoire est. Paul Valéry disait l'histoire, le tribunal du monde. Quand on commence à dire l'histoire, on commence à juger les gens. Parce que l'histoire répond à quoi? Qui a fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qui a fait quoi? Où?
comment, quand, pourquoi. Vous voyez, c'est jugé. On va commencer à dire, mais il a fait ça, pourquoi il a fait ça? On va changer. Si c'était un mal, on va commencer à venger et tout et tout. Donc, comme je vous l'ai dit dans le précédent enregistrement, la mémoire est toujours sélective au niveau de l'État. On ne va jamais restituer la version officielle de l'histoire avec toutes les vérités et toutes les... Parce qu'il y a toujours une sélection selon les ambitions du pouvoir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut plutôt comprendre et non dénoncer. C'est vrai que il faut les exhorter à faire un peu plus. Je dis bien qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on peut déjà dire, même du point de vue officiel, qu'on peut déjà dire. Mais c'est une chose qui, de mon avis, il ne faut pas encore dire, parce que les conséquences peuvent être... Même dans mon livre, je ne dis pas tout. Je n'ai pas tout dit. J'ai des responsabilités. Je suis un scientifique, j'ai des responsabilités sociales. Il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Parce que, d'abord pour ma propre sécurité, mais aussi pour l'ordre de la société. C'est pas donné. Mais le problème, c'est qu'on cache, on veut tout cacher. Ça ne peut pas marcher comme ça, parce qu'un pays, un peuple doit avoir sa mémoire. Mais progressivement, avec le temps, dizaines, 20, 30 ans, on pourra maintenant tout mettre dehors. C'est ça. Et si à 47 ans, Ernest Ouandié est assassiné, comment est-ce que vous avez pu comprendre que d'aussi jeunes hommes, dans cette lutte de libération, parce que c'est en moyenne leur âge, ils ont très peu franchi la soixantaine. C'est de très jeunes gens qui se sont engagés dans cette lutte pour la libération de leur pays. Et comment comprendre cela? Alors qu'une jeunesse aujourd'hui, par contre, de nos jours, la responsabilité est très peu adossée sur les jeunes, ou bien les jeunes sentent de moins en moins la responsabilité sociale. Comment comprendre ça pour cette époque-là? Pour l'époque, il faut comprendre le contexte. On est dans l'époque coloniale. Et la colonisation, ceux qui ont vécu la période coloniale, quand l'indépendance est arrivée, ils ont soufflé. Même comme ce n'était pas réel, mais au moins ils ont soufflé que, mais enfin, parce que la colonisation est un système de violence. La violence dans la vie quotidienne de tous les jours. Les inégalités, les injustices à l'égard des colonisés. C'est terrible. Les gens n'étaient plus... Les travaux forcés, par exemple, vous restez là, on vient vous arrêter, on vous dit allez travailler là-bas. Vous n'avez même pas désiré, les gens mouraient dans les travaux forcés, les systèmes économiques, les gens ne s'appartiennent plus, leur propre culture, ils sont déracinés, ils apprennent la culture des autres. Donc la colonisation est un mal. Et les gens sont en train de mettre le débat, après l'esclavage, de mettre la colonisation comme crime contre l'humanité. Il y a un courant qui est en train de circuler comme ça, dans ce sens. Parce que si on voit qu'on la période coloniale, prenez un père qui a vécu la période coloniale, au moins quand il était un peu mature, parce que s'il était petit, il ne peut pas bien subir les choses. Mais quelqu'un qui a été adulte par un période coloniale, vous lui demandez de lui, il va vous dire non. Surtout que c'est eux qui avaient été sélectionnés, pour les travaux forcés. Oui, 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 tout à fait. C'est les jeunes, chaque famille devait donner au moins un membre de sa famille pour les travaux forcés. C'était une autre forme d'esclavage. Mais qu'on a masqué en donnant une rétribution qui n'en était pratiquement pas une pitance en réalité. Donc, c'était le mot qu'on a trouvé. Achille Mbembe explique qu'on a trouvé un juste milieu entre l'esclavage et le travail libre. Donc, travail forcé. Ça vous fait quoi d'entendre le Premier ministre, l'ancien Premier ministre français François Fillon, de venir à Yaoundé quand il est venu pour une visite, dit que la France ne reconnaît pas l'assassinat des indépendantistes camerounais? Mais c'est normal qu'il dise ça, c'est la position officielle. Il y a d'abord la négation. Tout État qui commet des atrocités dans un pays étranger va d'abord nier. C'est vrai que parfois, il y en a que c'est même l'ignorance. Il y en a qui, même des gouvernants français, qui ne savent même pas ce qui s'est passé ici. Oui. Il y a deux raisons. Il y a la raison que c'est l'officiel, mais il y a peut aussi avoir que certains ne savent même pas ce qui s'est passé au Cameroun. C'est peut-être quand un Français devient chef d'État, on a le devoir de lui raconter l'histoire de la France, on va tout lui dire, mais ce sera lui seul, ce n'est pas au peuple. Mais lui au moins peut connaître. Mais ses collaborateurs, certains ne connaissent pas. Il vous dit que ce qui s'est passé au Cameroun n'était connu nulle part. C'était caché, c'était une guerre cachée. Et Deltom a raison de mettre une guerre cachée. C'était une guerre cachée. C'était pas comme aujourd'hui, c'était aujourd'hui, mais c'est que le monde entier est au courant parce qu'il y avait les réseaux sociaux et tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. C'était...
Voilà. Donc, Mais, le mouvement, le nationalisme des Wandis à l'époque, c'était le contexte colonial qui était une barbarie sauvage. Et ils ont voulu se libérer de ça. C'était ça. et ils ont eu comme bras d'exécution nos chefs d'État. C'est sur ces mots, docteur Tien Seignou, que nous allons achever notre entretien en vous remerciant d'être venu à la veille de la commémoration de la mort de Ernest Wandier, nous expliquer quelques développements de sa vie pour que les citoyens que nous sommes comprenions les pas que les pas relativement paisibles sur lesquels nous marchons sont des pas qui ont été traversés ou franchis durement par certains de nos pères. Et surtout, qu'on a un grand peuple, un peuple de résistants, de nationalistes, qui n'ont jamais accepté la domination étrangère. Les téléspectateurs, à très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner.